Salut les Crypto Bros, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter ma dernière recherche qui est Sui, en fait le réseau Sui, je sais pas si je l'ai dit correctement, mais en tout cas. Euh, En gros, Layer 1 basé sur le langage Move. Donc Move, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça vaut la peine de le mettre d'introduction. Move, en fait, c'est un langage, par exemple, Ethereum est programmé en Solidity ou par exemple Monero en Rust. Tu sais, on a plusieurs langages de programmation pour différents blockchains. Et puis Move, en fait, c'est un langage de programmation qui avait été développé par l'équipe de Diem. Donc, c'est un projet de blockchain qui était développé par Meta, donc anciennement Facebook. Et puis en gros, Move, c'est un langage de programmation pour blockchain qui est considéré comme étant plus simple puis aussi sécuritaire. Donc c'est comme un peu, on pourrait dire, c'est un petit narratif là, dans le sens qu'il y a deux, trois blockchains qui utilisent ce langage-là. Puis c'est toutes des blockchains qui sont un peu des résultats de fork ou du moins d'anciens de l'équipe de Diem qui sont partis faire leur projet par eux-mêmes quand le projet a tombé. Donc par exemple, là c'est Sui qui est une de ces chaînes-là. On a aussi Aptos qui est une autre chaîne qui utilise le langage Move et aussi OL Network avec le jeton Libra. Donc, en gros, d'un point de vue technique, tu sais, eux, ça leur permet des transactions rapides, scalabilité, un peu tout ce qu'on entend quand on parle de Layer 1. Puis, je dirais, tu sais, en soi, Sui, c'est vraiment une Layer 1 comme qu'on voit d'habitude, si je compare rapidement à Vax, Solana, etc. Sauf que c'est un peu plus une nouvelle génération, ils ont des infrastructures qui sont un peu différentes. Donc, d'un point de vue performance, oui, on peut dire que c'est plus performant, mais d'un point de vue pratique, on le sait pas encore parce que c'est comme Solana qui se disait être si performant, mais qu'à la limite, on a de la transaction puis qu'on a du volume, on a des problèmes avec le réseau. Donc, je pense que Sui commence à rentrer un peu dans ce volet-là, dans le sens que c'est beau, les specs sont bons, mais on sait pas à quoi s'attendre vraiment lorsqu'on va avoir une adoption. Mais en soi, ce qui est intéressant sur Sui, c'est que je dirais tout ce qui est côté des applications décentralisées, tout ce qui est, je dirais, infrastructure en général, les produits qu'on retrouve sur des chaînes comme Ether ou c'est Layer 2. Il y a beaucoup d'applications décentralisées qui sont déjà sur Sui, fonctionnelles. Donc ça, c'est quand même cool à voir, pour un réseau que parfois on a des Layer 1, que d'un point de vue technologique, ils ont toutes des belles promesses, mais en fait, c'est zombie. Donc c'est pas le cas de Sui. Au moins, Sui a vraiment une certaine traction des applications qu'on peut utiliser. Je veux pas comparer à Cardano, mais par exemple Cardano qui est une grosse L1, qui a plein de promesses, mais qui aura pas beaucoup d'applications décentralisées, ça déjà là, c'est moins bon. Il y a beaucoup d'applications décentralisées, il y a beaucoup de projets qui sont développés sur Sui. Après ça, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été lancés sûrement par des VC, des gens qui développent ce réseau-là parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts liés à ce réseau-là. Donc, est-ce que le développement vient à cause de l'argent qui est mis ou le développement est vraiment lié à l'utilisation du réseau? Ça, je pense que c'est une question à se poser. Puis je pense qu'on sait que c'est probablement lié à l'argent qui veulent amener une utilisation du réseau. Donc, à voir pour la suite. Mais en gros, tu sais, moi je trouve que Sui, rapidement, de la manière qu'on peut le décrire, c'est un peu une L1 de VC. Un peu comme qu'on avait vu avec Solana dans le dernier cycle. Si on voit par exemple ici l'allocation, il y en a 10% qui va à la communauté, 10% qui est dans les staking, dans les récompenses de staking, et puis tout le reste, c'est des jetons qui appartiennent à des insiders ou à des ventes, par exemple, ici, le general public. Mais en soi, c'est un jeton qui principalement, je dirais que les VC ont une main dessus. On voit ici, par exemple, la série B où ils ont levé 300 millions. Les plus grands VC sont toutes là, tu sais, les A16Z de ce monde, Jump, Binance, Coinbase. Donc, en général, quand on voit ces gens-là, on le sait qu'ils vont faire pomper ça d'une certaine manière. Donc, à voir s'ils vont réussir. Mais après ça aussi, on peut voir que dépendant de où ce que les personnes ont rentré, ils ont des bons retours. Là. Puis tu sais, par exemple, un IDO sur Bybit, oui, c'est vrai, il y a des gens du public, mais il y a probablement aussi des VC, des entreprises qui se sont positionnées. Tu sais, par exemple, ici, on voit sur KuCoin qui ont levé 750 millions. C'est sûr que c'est pas juste avec des individus, là. Fait que oui, ici, on a les séries A et B pour se fier un peu. Mais moi, je pense que ils ont beaucoup de positions aussi, ici, à l'intérieur des IDO. Donc, en général, les préventes sont assez profitables. Puis, je pense qu'on va voir aussi une certaine push pour tout ce qui est du 300 millions avec les VC, comme par exemple Jump Crypto, qui était un gros VC de Solana dans le dernier cycle. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, il y a des petits sentiments de déjà-vu. Puis, un peu pour finir avec ça, je dirais, ben rapidement, on peut voir que les vestings, par exemple, sont vraiment pas fameux pour Sui, là, dans le sens qu'on est dans le début du vesting, puis comme vous voyez, les vestings vont se terminer en mai 2030. Puis ça, vous voyez ici, c'est les stake subsidies, parce qu'après ça, dans le fond, la manière que le réseau fonctionne rapidement, c'est que présentement, oui, il y a des récompenses qui sont mises au bloc pour que les gens les stake, mais à long terme, en fait, puis ça, c'est un peu une petite partie du réseau qui le rend déflationniste, c'est que à long terme, la manière que ça fonctionne, c'est que chaque transaction prend des frais qui, eux, vont vers un fonds de frais. Puis ces fonds de frais-là sont redistribués pour les récompenses pour les validateurs.
un coup que les récompenses ne seront plus disponibles en 2030. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura plus de jetons qui vont être fraîchement émis. C'est juste des jetons, dans le fond, qui vont venir des frais de transaction qui vont être remis en circulation. Donc, eux, ils disent que ça a un petit effet déflationniste sur le moment parce que ça retire tout le temps des jetons de la circulation sur le moment. Mais à la fin de la journée, ça va être remis en circulation. Donc, en soi, la réserve n'est pas nécessairement déflationniste, mais le fonds de frais peut servir un peu à retirer de la circulation en fonction de l'utilisation du réseau, ce qui peut être vu comme un certain mécanisme déflationniste. Mais encore là, comme je dis, c'est à discuter. Mais en soi, un coup qu'ils vont avoir atteint leurs 10 milliards de jetons, le réseau n'émettra plus de nouveaux jetons. Mais d'ici là, présentement, par exemple, on est à 2 milliards de jetons. Donc, on a encore une énorme inflation à voir. Je crois, par exemple, juste pour cette année, si on prend, par exemple, de octobre 2024 à octobre 2025, c'est une inflation d'environ 36% par année. Donc, c'est énorme. Il y a beaucoup de relâchements qui arrivent. Puis, comme je vous disais, c'est ça. Donc, on a encore un 7 milliards de jetons à relâcher selon les données ici. Donc, c'est vraiment quelque chose à être prudent, surtout d'un point de vue investisseur, quand on fait face à des inflations autant massives. Il faut comprendre qu'il faut avoir une bonne performance du jeton pour pouvoir pallier à cette inflation-là. Puis ici, pour finir, comme vous voyez ici, on est environ à octobre 2024, donc septembre, on est ici. Donc si on voit déjà en un an, on a une grosse différence. On parle de 1 milliard de jetons qui sont ajoutés à la circulation. Puis après ça, on continue pour les années à suivre. Donc, moi, pour ma part, je trouve que présentement, on est un peu trop à un moment où on sait pas le niveau d'adoption que SUI va avoir. On a une forte inflation. Donc, d'un point de vue investissement, c'est quand même un risque à considérer, je dirais. Puis aussi, tu sais, rapidement, pour finir, quelques points que je voulais mettre de l'avant à propos de SUI. Moi, ce qui me bug un peu, c'est tout ce qui est, par exemple, le fait qu'il faut 30 millions de SUI pour pouvoir être disponible en tant que validateur. Donc, moi, un truc qui me bug, par exemple, c'est le fait que pour devenir validateur, il nous faut environ 30 millions de SUI, ce qui est environ 23 millions de dollars présentement au prix actuel qu'on doit mettre en gage pour devenir un validateur officiel. Ce qui pour moi est énorme puis est un peu une menace à la décentralisation du réseau parce que si on prend par exemple un réseau contre qui SUI essaie de se rivaliser, qui serait Ethereum, ben Ethereum par exemple, on parle de 1,5 million de validateurs qui ont mis 32 Ethers au coût de 78 000 dollars actuellement. Donc même si Ether a toutes les critiques du monde quoi que ce soit, ben il y a un truc, c'est que pour devenir un validateur, c'est encore beaucoup plus accessible que par exemple sur SUI. Puis ça, en fait, il y a quand même une question à se poser, c'est qui va aller mettre 23 millions de dollars en ce moment aujourd'hui pour valider ce réseau-là? Personne. Donc, ce qu'on peut déduire, c'est que les gens qui ont 30 millions de SUI, puis qui sont des validateurs, sont probablement aussi des insiders initiales qui ont eu un prix réduit sur le jeton. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui valident le réseau sont ceux qui ont des intérêts dans le réseau. Donc ça, personnellement, moi, je trouve que c'est pas une recette trop gagnante pour un réseau décentralisé. Du moins, à ce que les acteurs soient impartiels, puis que tout le monde soit aligné par ses intérêts de juste contribuer à être récompensé. Là, je trouve qu'il y a un peu un mélange d'intérêts. Puis aussi, un autre élément que je trouvais quand même à soulever, c'est que quand on regarde par exemple l'Explorer, on voit que les transactions en général, tu sais, on a une certaine croissance, mais il y a comme des moments de hype, puis après ça s'écroule assez rapidement. Donc, je pourrais pas dire que c'est une croissance qui est soutenue. Puis c'est la même chose par exemple avec les active accounts et les nouveaux accounts. Quand on regarde leur quantité puis qu'on regarde comment que ça y va vraiment par grosses vagues. Donc oui, il y a un certain mouvement en croissance, mais c'est assez spécial de voir ce qui se passe sur cette chaîne-là. Donc, en général, la TVL, par exemple, qui est en croissance, c'est super beau, on est content, super. Mais après ça, quand on vient voir d'autres indications d'utilisation, pas qu'elles sont mauvaises, mais elles sont particulières. Donc pour moi, tu sais, de dire que le réseau est en croissance juste à cause de la TVL, je me garde une petite gêne. Mais en soi, il y a des bonnes métriques qui sont en croissance, donc ça peut être bon signe d'une certaine adoption. Mais comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que l'adoption d'une L1 comme ça est toujours un peu dur à déterminer parce que, par exemple, avec Solana, la raison pour qu'on en a entendu parler récemment, c'est à cause de tout ce qui était meme coin, donc petit frais à déployer un jeton. Est-ce que c'est un réel avantage? Est-ce que c'est un réel, quand je pourrais dire, besoin de marché? Ben, à un certain point, oui, on l'a vu pour les meme coins, mais est-ce que ça va perdurer dans le temps? C'est là qui est toujours la question. Donc, un peu poursuit, la question se pose, ok, parfait, belle technologie, performance, etc. Mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Puis je trouve qu'un exemple qui est quand même assez bon de montrer dessus, c'est que SUI vient de lancer une console pour mobile, pour gaming. Puis en fait, tu sais, on nous donne tous des beaux specs. Je l'ai comparé à d'autres consoles portatives de jeux. Puis en soi, SUIPlay serait une excellente console de jeu. Cependant, puis ça, je trouve c'est un peu une réflexion du projet en général, c'est qu'on voit ici un disclaimer comme quoi que les specs et le rendering, donc ce qu'on voit, ce qu'on nous présente, ça se peut que ça ne soit pas ça. Donc sans vouloir jeter de l'ombre sur SUI, c'est un peu ça qu'on est en train de vivre avec la chaîne en général, dans le sens on nous présente le tout, on se dit crème, c'est beau, ça a l'air intéressant, super, mais il y a un petit astérix qui nous dit, ben,
observer le développement parce que ça veut pas dire que tout va aller comme qu'on le prévoit. Puis moi, d'un point de vue investisseur seulement, quand je vois une chaîne qui a 36% d'inflation sur son jeton sur un an, personnellement, j'aime mieux me tenir à l'écart, observer le tout. Et puis, je dirais, cette raison-là de toute l'inflation, quand on regarde Aptos ou les autres chaînes Move, ben on réalise que c'est seulement OL Network qui avait une inflation qui est pas trop considérable, qui était comme placée dans le narratif Move, puis qu'on se fait pas défoncer par les VC, parce que justement, OL Network, leur but, c'était d'être la chaîne Move qui est pas soutenue par les VC, parce que si on va voir Aptos et Sui, c'est vraiment entouré par les VC. Donc, en soi, je dirais, c'est comme un peu une caractéristique des chaînes Move, une grosse inflation. Donc, je pense qu'il faut rester prudent, observer s'il y a une adoption qui se fait de ce côté-là. Mais en soi, moi, de mon côté, je dirais, c'est un bon projet, mais pour l'instant, trop d'inflation. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. À plus.